On est chez Martin Solveig aujourd'hui qui nous reçoit très sympathiquement avec son ami Antoine. J'ai commencé à acheter des montres, des chronos et des montres vintage il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai rencontré Antoine assez rapidement dans ce cadre-là parce que c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup dans ce monde. Et il y a environ 6 ans, on a commencé à vraiment s'intéresser particulièrement à ce modèle. Moi j'ai un peu eu le coup de cœur, j'en ai acheté une. Et ensuite j'ai commencé à me documenter un peu. Et j'en ai parlé à Antoine et du coup on s'est un peu chauffé et de fil en aiguille on est devenus un peu des nerds, j'adore dire ça, des nerds de la Royal Oak, c'est un peu ça. Et donc t'as vu, il y a celle-là, etc. Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça. La pêche aux infos et... Exactement. D'accord. La chasse des beaux modèles, parce que c'est pas évident, surtout pour les premières séries qui ont été très peu produites, qui ont un certain âge, donc qui sont difficiles à trouver en conditions mint, intactes, étant donné que c'est une montre tout en angle. Dès qu'elles ont été repolies, arrondies, c'est plus du tout le même effet. On perd un peu le shape de... Voilà, exactement. Et donc, tout le défi, c'est de trouver une montre qui a gardé ses angles, ses arêtes franches, nettes, son côté taillé dans la masse, monobloc. Voilà. Et donc, c'est Martin qui m'a vraiment... je connaissais très bien les Royal Oak de manière générale, mais c'est vraiment Martin qui m'a insufflé le virus de la Royal Oak vintage, première génération. Et depuis lors, c'est vrai que... on s'est bien énervé là-dessus. Ouais, et je crois que Martin, t'es très pointu sur les vintage, sur les 5402 particulièrement. Je me suis beaucoup intéressé aux montres de cette époque-là, qui sont des époques mythiques bien sûr, et qui résonnent pour plein de raisons, mais aussi beaucoup aux montres vintage parce qu'elles ont une histoire et parce qu'elles racontent une histoire. Et celle-ci, parmi toutes, a une histoire vraiment extraordinaire pour plein de raisons. Pour ce qu'elle représente pour Audemars, pour ce qu'elle représente pour Gerald Genta, qui est un des plus grands designers de montres de tous les temps et qui la considère lui-même de son écrit comme son chef-d'œuvre. Il l'a écrit pour toi, mon chef-d'œuvre, la Royal Oak, en la livrant. C'est une montre. J'ai envie d'en parler un peu. Alors moi j'ai un modèle spécial, j'ai un modèle en or, ce qui est pas j'ai envie de partir de la base, c'est-à-dire de celle-ci, parce que c'est important, c'est une montre en acier, donc un design très complexe qui associe bracelet, boîte en un élément, et c'est vrai que contrairement à quasiment toutes les montres, une Royal Oak c'est un tout, c'est-à-dire c'est un bracelet, une boîte. J'ai envie de dire que la valeur de collection repose autant dans le bracelet quasiment et dans les fixations du bracelet que dans le cadran, ce qui est tout à fait unique, tout à fait spécial. Donc effectivement il a été développé en acier, ce qui était extrêmement compliqué puisque l'acier est plus dur que l'or. C'est ce qui aussi expliquait un prix complètement fou quand la montre est sortie, et donc 3200 francs suisses ou 3500 francs suisses dans ces eaux-là au moment de la présentation de la montre en 1972. Ouais, comme tu dis, moi, ce qui est vraiment super avec cette histoire, c'est la prise de risque d'un qui a été récompensé. Donc, en fait, Genta a dessiné la montre la veille du salon de Bâle 71. Il a rendu une ébauche au directeur général d'Audemars de l'époque, M. Gollet, qui lui avait demandé ça en visant le marché italien. Pourquoi le marché italien? D'une part, parce qu'évidemment c'est un marché très porteur, c'est un marché... Voilà, et on sait que quand ça marche en Italie, ça risque de créer une tendance porteuse, etc. Mais aussi parce que depuis les années 40, l'importation des montres en or était interdite en Italie. Et donc Audemars fabriquait depuis les années 40 déjà des montres en acier et maîtrisait quelque part déjà la technologie de l'acier, de l'usinage de l'acier qui est beaucoup plus dur à usiner que de l'or. Comme tu disais, ils ont réalisé des prototypes de ces montres en or blanc parce que c'était plus facile à usiner que l'acier, qui est le matériau le plus dur avec le platine. Et donc il a fallu un an entre 71 et 72 sorties au salon de Bâle de l'année d'après pour mettre tout ça au point. Et donc à une période où Audemars allait mal, où l'industrie horlogère de manière générale allait mal, où l'économie allait mal, et où surtout on était en plein contre-courant. Et c'était à contre-courant complet des tendances actuelles où on voyait plutôt des montres œil de tigre, bracelets tressés, mailles milanaises, pas du tout. Voilà. Et donc quelle audace d'avoir sorti une montre en acier. Une montre de sport, alors qu'on était plutôt dans les montres habillées. Une montre usinage brut de décoffrage, monobloc,
à un prix plus cher que les montres en or de l'époque. Et 5 fois le prix Voilà. d'une Submariner. C'était- Mettre une année à la développer, mettre quelques années à faire décoller le concept, et puis bon, après, on l'a plus arrêté la Royal Oak. Mais voilà, Audemars s'en est tenu, n'a pas lâché prise, et a été plus que récompensé par la suite. Et dans une époque industrielle aussi compliquée et difficile, avoir cette audace, prendre ce risque et que ça fonctionne, c'est vraiment une histoire magnifique, je trouve. Ouais, c'est sûr. Ce qui est quand même dingue aussi, c'est le fait d'avoir une montre de sport qui est ultra plate. Parce qu'on a, je crois, encore Le à l'heure calibre, actuelle, ouais. on a le calibre le plus plat au monde avec le rotor central. Voilà. Et Pas qui la rend très agréable à porter et vraiment très facile à porter malgré un poids évidemment induit par l'acier, parce qu'il y a pas mal d'acier évidemment, ouais, c'est sûr. et puis encore plus pour l'or, mais c'est vrai qu'elle est très agréable à porter. Un truc que j'aime bien à propos de cette montre aussi, c'est que cette montre, elle a une traçabilité. Audemars a choisi un système de numérotation pour les premières séries qui rend les choses un peu plus faciles à comprendre. A pour les 2000 premières, puis ils sont passés au B sur a priori 1000 pièces numérotées entre 1000 et 2000. D'accord. Ça, c'est toi qui me l'as appris, donc je suis ravi, j'ai appris des choses ce matin. Et après, on passe à un autre type de cadran, donc avec le AP qui monte, qui grimpe à midi, Ouais. à partir de la série C. Donc on peut considérer qu'en gros, les 3000 premières sont en cadran avec AP à 6 heures. Je termine par une dernière petite précision de nerd concernant les cadrans. Les cadrans sont fragiles, les cadrans de ces montres sont fragiles et ils ont souvent été remplacés. Le cadran Mint de la A est un cadran donc avec évidemment le AP à 6 heures et avec l'inscription tout en bas du 6 heures, Suisse et pas Swiss made. En fait, c'est une montre qui triche pas, c'est ça qui est chouette. Et comme tu disais très bien, c'est un tout, c'est pas juste une boîte et puis un bracelet. On est presque dans le domaine de la sculpture, ou dans le sens où le bracelet ici, tu vois, il est bien arqué, il fait partie intégrante du boîtier. Et quand on la met au poignet, on voit directement comment elle se comporte, si elle se pose bien, et quel est son degré d'usure ou de fraîcheur. À propos des cadrans, un autre truc qui est assez sympa, je trouve, étant donné le motif tapisserie gaufrée, et la peinture qui s'est donc déposée sur tous ces petits compartiments de gaufre, c'est qu'ils se patinent assez différemment en fonction de l'exposition au soleil. Si on voit ici, il y en a une qui est gris très très anthracite, celle-ci a un petit peu viré au bronze, mais sans se dégrader. C'est vraiment une décoloration homogène, une Chaque pièce patine. est unique, c'est ça qui est dingue. Voilà, et c'est vraiment un cadran qui vit. Là, et c'est ça qui est comique, c'est que la montre en elle-même est taillée dans la masse, dans le roc, elle ne bouge pas. Et inversement, le cadran, lui, évolue. Et donc, Et c'est vrai que voilà. c'est la raison pour laquelle celle que je porte quasiment le plus, de manière surprenante, c'est cette montre en or. Justement pour le feu vraiment hyper spécial du cadran, dont les index sont très légèrement roussis, alors que le cadran lui-même a plutôt éclairci. Et ça lui donne franchement une dégaine assez unique. Et moi j'en ai vu quelques-unes des or. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'unique et je pense que chacun peut trouver justement sa Royal Oak un peu spéciale. T'en as combien de Royal Oak dans ta collection? J'en ai une demi-douzaine, je dois en avoir 6. D'accord. J'ai 3 A. Qui se répartissent, voilà. J'ai 3 A, une B et 2 en or. D'accord. Un pour dernier tout le monde. détail à propos des numérotations, des séries et tout. Non, Antoine en a 2-3 aussi, donc Ouais. du coup Ouais, ça veut dire que... Moi j'en ai quelques-unes aussi. voilà, donc, Voilà, petit détail sympa de l'histoire de la Royal Oak, c'est que certaines n'ont pas été vendues uniquement par Audemars, mais ont aussi été vendues par exemple par Tiffany & Co. et par Chaumet, qui n'étaient pas... Tiffany a vendu plein d'autres marques, Cartier a vendu aussi parfois des Rolex, mais Chaumet, on n'était pas tellement au courant. c'est rarissime. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ici une Royal Oak série B Retail by Chaumet. Et donc il y a une double numérotation. Là, d'une part, c'est la numérotation de série B Audemars, et puis une autre numérotation Chaumet, et un cadran qui est estampillé Audemars Piguet Royal Oak, et en plus Chaumet. Il faut quand même préciser que donc, les classiques, si je dis pas de bêtises, 5402, Ouais. c'est encore disponible Ouais. dans des versions d'aujourd'hui qui sont La 40e un anniversaire, petit peu plus Un petit peu plus un épais, petit peu plus ouvert. c'est une évolution, mais effectivement, Mais, on a le c'est le même on mouvement. a quand même C'est le une même montre mouvement, qui le a vécu 21-21, quasiment, et même celle que tu vas nous présenter là, ressemble quand même à sa vieille, à sa grand-mère, j'ai envie de l'appeler, parce que bon, Ouais, 40, C'est un peu la 45 ans, c'est quand même 911, génial. C'est un peu la Ouais, 911 ça de la sera- montre. on Hein. C'est traverse la les temps filiation. et- Voilà. Le premier jet a été conservé et c'est ça qui est génial. Ouais, on était effectivement en 39 mm. Aujourd'hui, par rapport aux modes, on passe à 41 mm, donc on est sur des diamètres un peu plus actuels.
Et on a des très beaux modèles comme cette 15400 en or rose qui garde l'ADN de Audemars Piguet, ou alors des chronos qui est un peu l'évolution également, mais qui est en boîte un peu plus épaisse, mais qui reste très sportive. Et moi j'adore ces montres-là, je suis très très fan. Ou alors on a encore autre chose complètement différent, on a une offshore qui vient d'être présentée au SIHH, donc au Salon international de la haute horlogerie. Et là on a pour les plongeurs. Clairement. Pour les plongeurs, elle doit descendre pas mal. Ouais, c'est un côté très, très urbain. On a la céramique blanche, on a des nouveaux matériaux. Audemars ne cesse de se renouveler tout en gardant l'ADN de cette lunette octogonale. Ouais. Et à noter que l'offshore, finalement, a déjà 20 ans aussi. En 2013, je pense, ils ont fêté les 20 ans de la offshore. Et donc, ça devient également une icône, un vrai classique, alors elle ressemble, de par son ADN, à la Royal Oak, mais elle a ses spécificités encore plus renforcées, encore plus... Royal Oak bodybuildé. Voilà, sous stéroïdes. Mais qui devient un classique aussi, et Audemars arrive à cultiver son patrimoine et sa filiation, et donc on peut imaginer que quand on fêtera les 50 ans de la Royal Oak, on fêtera les 30 ans de la Offshore, et ça arrive dans pas longtemps. Voilà. Ok, bah écoutez, merci à vous deux, c'était super sympa. J'ai envie de dire bon courage, bon plaisir à tous les collectionneurs pour trouver sa Royal Oak, parce que quand on a une collection de montres anciennes, on est obligé d'avoir une Royal Oak. C'est un cap obligatoire, effectivement. Is the mirror of myself? Am I somebody else? I don't wanna be